Sur les plages de Tel Aviv, chaque week-end, se tient le championnat national de footy-volley. Du volley joué avec les pieds. L'un des meilleurs joueurs est français. Il s'appelle Ludo. Ludo a vécu à Paris, Los Angeles, Miami, mais c'est ici qu'il a choisi de s'installer il y a 4 ans avec sa famille. Tel Aviv, c'est une ville à part, quoi. Pour les Israéliens religieux, c'est Sodome et Gomorrhe. Pour nous, les Parisiens, c'est le top, quoi. On ne sent rien de ce qui se passe autour, quoi. Il faut en sorte de vraiment préserver ces endroits. Si on ne regardait pas les infos, on n'aurait jamais su qu'il s'est passé quelque chose les 2 dernières années, quoi. Pour Ludo, Tel Aviv, c'est le soleil, la sensualité, l'insouciance. Il y a pourtant des détails qui clochent. Ces soldats en promenade au milieu des bikinis. Ou ces hélicoptères de l'armée qui survolent la plage de retour d'une mission. Des indices pour rappeler que cette ville est au cœur d'un pays en guerre ouverte avec ses voisins. Tel Aviv, 380 000 habitants. Une ville à moins de 70 km de la bande de Gaza. Les territoires palestiniens sont à quelques minutes de voiture, le Liban ou la Syrie à quelques heures. De cette région arrivent essentiellement ces images-là. Un pays en armes, des affrontements, des morts. 60 ans de conflits, d'occupation, de terrorisme. Mais au milieu de tout ça, il y a un îlot préservé, Tel Aviv. C'est ici que les Israéliens viennent oublier et se ressourcer. Des centaines de bars et de boîtes de nuit. Une vie nocturne qui concurrence désormais celle d'Ibiza ou de Miami. Les Israéliens appellent Tel Aviv la bulle. Une bulle de fête au cœur d'un pays en guerre. Ludo, le français, n'est pas seulement ici pour le footy-volley et le soleil. Il a aussi un grand projet à quelques mètres de la plage. Bon, alors nous y voilà. Alors là en haut, vous pouvez voir le Coliseum, ce qui est la boîte, la nouvelle grosse boîte de Tel Aviv. Et en fait, l'esplanade qu'on va utiliser pour faire notre resto, c'est ça. Donc, on va construire à partir d'ici un énorme plancher sur toute la taille. Donc ça fait quand même une taille pas mal. On a le restaurant qui est là-dedans. Péter les vitrines, tout repeindre et installer dehors une terrasse, resto-lounge, canapé, palmier, enfin tout le tout-team, quoi. Ludo voudrait ouvrir son restaurant de 600 mètres carrés avant le début de la saison estivale, mais il y a un problème. Si, c'est fermé. La mairie tarde à donner toutes les autorisations. Les travaux ne peuvent pas commencer. On a des gens à la mairie qui veulent qu'on l'ouvre, d'autres qui ne veulent pas qu'on l'ouvre. Donc on essaye de faire le maximum pour avoir les autorisations dès mercredi, qu'on puisse commencer les travaux. C'est un peu la rumeur de Tel Aviv. Est-ce qu'ils vont ouvrir, est-ce qu'ils vont pas ouvrir? Ce nouvel endroit, il n'existera pas. Bon, entre nous, franchement, il y a des matins, je me réveille avec la grosse pêche et d'autres, je suis mort de peur, quoi. Ludo a investi beaucoup d'argent. Pour ne pas le perdre, il lui faut ses autorisations avant le début de la saison estivale, dans 15 jours. Tel Aviv n'est pas connue que pour ses plages, elle l'est aussi pour ses très jolies femmes. Voici Oksana. Bienvenue à MC Square, l'une des agences de mannequins les plus dynamiques de la ville. Bonjour, Ofer. Tu t'appelles comment? Oksana. Tu as quel âge? 15 ans. Tu viens d'où? Russie. Quelle ville? Moscou. Voilà. Bienvenue. Oksana est blonde, d'origine russe, mais elle est israélienne. Depuis 60 ans, des Juifs arrivent du monde entier pour vivre en Israël et ils ont créé un incroyable mélange ethnique. Nous avons Israëla. Elle est juive, mais elle est originaire d'Éthiopie, en Afrique. Nous avons Ania, une fille israélienne, qui vient d'Ouzbékistan. Et nous avons Tol, qui est israélienne complètement, une bombe. Mais en ce moment, l'agence ne parie pas seulement sur les Israéliennes.
ses espoirs se portent sur une jeune mannequin qui vient d'arriver à Tel Aviv. Yair, son agent, va la chercher pour l'emmener passer un casting. Direction le sud de la ville. En scooter, c'est le moyen le plus agréable et le plus rapide pour se déplacer ici. Charlie est arrivée à Tel Aviv il y a une semaine. Elle est française. Hey, baby. Ça va? Bonjour. Ok, we had the clock. On a plein de castings tous les jours pour savoir si on va travailler ou pas, donc on va croiser les doigts. Charlie Dupont, 19 ans, a été repérée en Bretagne il y a 3 ans. Elle est devenue mannequin à Paris. Sa carrière tardait un peu à décoller, alors son agence l'a envoyée ici pour la relancer. Hein? Levante. Quel? Dodi, Charlin. Dudi est un photographe israélien réputé. Il cherche un mannequin pour un magazine du pays. Il prend quelques secondes pour regarder le book. Mais il préfère se faire une impression avec ses propres photos. Et quand on vous a dit Israël, vous avez pensé quoi au début? Parce que c'est quand même pas un pays. C'est loin. Non, on pense pas du tout à ce pays-là. Pour le mannequinat, je me suis toujours dit, mais pourquoi l'Israël? Alors qu'en fait, le travail ici, ça marche vraiment bien. Et puis j'espère qu'après, je vais voyager. La bande de Gaza, les problèmes de sécurité, est-ce qu'on y pense à ça pas ou du pas du tout? Non, parce que je suis à Tel Aviv. Et Tel Aviv n'est pas touché par tout ça. C'est vrai, quand on voit les militaires, on se dit, qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup d'avions qui passent. Mais non, non, je me sens pas du tout... Pas du tout concernée, on est bien, je suis pas... Non, non. Moi, je suis comme ça. Le casting a duré moins de 3 minutes. Vous allez toujours aussi vite pour savoir si vous aimez un mannequin? Il est dans le business depuis assez longtemps pour savoir ce qu'il veut. Ou pas. Le photographe ne prend pas de décision, il souhaite encore voir d'autres mannequins. Charlie n'aura pas de réponse avant plusieurs jours. Entre 2 castings, elle vit dans ce quartier en pleine reconstruction, dans un petit immeuble neuf. Super, on est vraiment bien, on a de super balcons. L'appartement est vaste, confortable, avec vue sur la mer. Et Charlie n'y vit pas seule, c'est un appartement mannequin. Elle le partage avec d'autres jeunes femmes. Hey bébé. Voilà, c'est Priscilla, ma colocataire brésilienne. Sa chambre, sa salle de bain et une petite terrasse. La chambre de Charlie est moins confortable, c'est la dernière arrivée. Elle a hérité d'une drôle de pièce. Grosse porte blindée. Je vous montre comment on ferme. Oui. La porte est blindée, l'air est filtré contre les gaz toxiques. Cette pièce bunker est obligatoire dans tous les appartements du pays. C'est ici que les Israéliens se réfugient en cas de guerre. Vos parents savent que vous dormez dans une pièce blindée avec les bombardements? Non, je leur ai pas dit, non, non. Non. Je sais que c'est obligatoire, donc je pensais pas que c'était utile de leur dire. Au moins, je suis en sécurité quand je dors. Cet après-midi, c'est sport. 2 heures de marche pour entretenir les formes. Mais sur le marché de Chouka Carmel, l'un des plus touristiques de la ville, les tentations sont grandes. Hello. What is this? Chocolate? Let's go. À Tel Aviv, même quand on fait du tourisme, il y a toujours quelque chose qui vient rappeler qu'on n'est pas dans une ville comme les autres. Priscilla est là depuis 2 mois. Elle sert de guide. C'est écrit en hébreu. Mais tu vois, ce qu'on m'a expliqué là, c'est qu'ici, il y avait une boîte de nuit, là, avec de nombreux adolescents qui faisaient la queue. Et une bombe a explosé. Oui, dans la boîte de nuit. Imagine, toi et moi, souvent on va en boîte. Et là, ça aurait pu être nous.
j'étais pas au courant de ça et ça... C'est triste. Mais c'est vrai qu'il y a des risques quand même. Il y a des risques. Cet attentat suicide en 2001 a fait 16 morts et 120 blessés graves. Il n'y a pas eu d'acte terroriste à Tel Aviv depuis plus de 3 ans. 3 ans qui ont permis de retrouver une certaine insouciance. Gary, un Français, est venu à Tel Aviv pour les vacances. Tous les matins, il remonte les 13 km de plage en courant. C'est un petit peu la promenade des Anglais. Donc tu vois, t'as les hôtels, t'as la plage. Et le soir, les gens viennent se promener et se détendre près de l'eau. Ici, le culte du corps est omniprésent. Il y a même sur la plage des appareils de musculation à disposition, gratuitement. C'est la ville du sport. On peut faire du sport toute la journée à n'importe quelle heure. C'est génial. C'est plein d'énergie. Gary tient aussi à montrer une des richesses de Tel Aviv, la tolérance qui règne entre les Israéliens. Tiens, comme je t'expliquais tout à l'heure, derrière ce mur, c'est la plage orthodoxe. Et comme tu peux voir là, les jours où les femmes peuvent y venir, elles restent qu'entre elles. Et là, t'as les garçons. En fait, ils ne se mélangent pas et chacun a ses jours pour venir. Une plage réservée aux juifs orthodoxes, a priori rien de surprenant en Israël. Ce qui fait l'originalité de Tel Aviv, c'est que juste en face, à moins de 200 mètres de là, se trouve une autre plage qui accueille, elle, les homosexuels de la ville. Il est quand même très curieux que ces deux plages soient côte à côte et je trouve ça vraiment génial, ce mélange qu'il y a. Et c'est vraiment... j'adore ce mélange. On est moderne. Entre les deux plages, ce n'est pas celle des orthodoxes qu'il préfère. Gary est venu à Tel Aviv pour une manifestation plutôt inattendue pour un pays du Moyen-Orient, la Gay Pride, la parade des homosexuels. T'en prends ou pas? Il est 13h, Gary et ses amis se préparent pour le défilé. Bon, je laisse ça. L'un d'entre eux est installé ici, c'est lui qui lui a fait découvrir Tel Aviv. Didier, ce fameux Didier que je connais depuis 4 ans. Et depuis 3 ans, il me demandait de venir en Israël et j'ai toujours refusé jusqu'en septembre dernier où je me suis décidé à venir. Et voilà, aujourd'hui c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que je viens autant souvent. Je viens un petit peu trop à son goût, mais bon. Donc je suis avec mes 2 petits drapeaux, le petit rainbow, Israël. Donc voilà, je suis hyper heureux d'être là. C'est votre première Gay Pride? C'est ma première Gay Pride et c'est vraiment la première fois où je me manifeste aussi heureux en allant à une Gay Pride. À Paris, vous ne le feriez pas de la même manière? Pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Je ressens pas la même liberté. C'est la 11e Gay Pride organisée à Tel Aviv. Chaque année, elle prend de l'ampleur. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. À Jérusalem aussi, une Gay Pride est organisée, mais avec beaucoup moins de succès, les religieux s'y opposent. Il n'y a qu'à Tel Aviv qu'on peut voir ça. Encore une preuve de tolérance parfaite. Ce monsieur est sûrement religieux et il vient à la Gay Pride et puis il s'affiche avec une kippa. Donc c'est quelque chose de magnifique, voilà. Tel Aviv est devenue une des villes gays les plus réputées du monde. Il faut quand même avouer qu'en tout cas à Tel Aviv, je pense que c'est la plus grande concentration de beaux mecs du monde. Ils sont souriants, ils sont beaux comme des dieux, ils sont surfoutus. Et ce qui est marrant, c'est que tu as une émulation du coup. Moi, je suis arrivé il y a 5 semaines, j'étais pas comme ça il y a 5 semaines. Je suis pas canon, hein, mais t'as envie de leur ressembler, quoi. Plus de 20 000 personnes paradent dans les rues de la ville. Comme pour toutes les manifestations publiques à Tel Aviv, la police est très mobilisée. Ici, on ne craint pas les débordements, mais les attentats. Tous les accès au défilé sont surveillés, mais personne ne semble y prêter attention.
15h, la parade s'installe sur la plage. Gary apporte une touche finale à son costume. C'est bon, on est prêt pour la beach. C'est superbe. Il fait près de 35 degrés et la température continue de monter. Gary est inépuisable. Sur la plage, puis en boîte de nuit, il va danser jusqu'au lendemain matin. Il est 9h. Ludo, le joueur de footy-volley, arrive au travail, avec le costume local, tongs et shorts. On se fout un peu des apparences finalement, parce que les gens ne te jugent pas là-dessus, que ce soit dans le business ou dans le privé. Donc déjà, pas d'effort vestimentaire à faire pour aller voir le banquier et compagnie. Déjà, moi personnellement, ça me va très bien. Et ensuite, il faut juste trouver le moyen de faire du blé, quoi. Mais pas trop, parce qu'on n'est pas venu là pour s'enrichir non plus, quoi. Pour s'enrichir, mais pas trop, Ludo a fondé une société qui organise des soirées et des mariages. C'est d'ici qu'il travaille sur son projet de restaurant. On est dans notre petit bureau d'événementiel. Ça, c'est Nathalie, ma femme et assistante personnelle. Ça, ce sera des coussins pour le futur restaurant, puisque les couleurs seront blanc et gris, et avec des touches de fuchsia de déco, quoi. Ludo n'a toujours pas obtenu les autorisations de la mairie. Alors, en attendant, il développe un autre projet, une grande soirée dans le plus beau bar de Tel Aviv. Bon, ça, c'est quelques soirées qu'on a fait les années précédentes. Ici, on a mon pote Olivier, qui est donc DJ Sub-Zero, qui vient ici depuis 3-4 ans. C'est un mec qui a beaucoup de talent, qui vit à Miami maintenant, qui est en train vraiment d'exploser. Il fait les prods des plus gros artistes, etc. Et justement, Sub-Zero arrive aujourd'hui à l'aéroport. Ludo l'a fait venir des États-Unis pour animer la soirée qu'il organise. Ça va, mon pote. Oh, t'as l'air bien cramé. Oh, putain. Hein? T'es naze? Ouais, mais ça va. Ouais, ça va. Je vais dormir. Bah ouais. Sub-Zero tient à venir chaque année à Tel Aviv, ce qui suscite la curiosité de ses collègues DJ. Les Américains sont très curieux de Tel Aviv. Il y en a de plus en plus qui viennent d'ailleurs. Donc bon, on va voir. Hein. Sub-Zero est épuisé et pourtant c'est de lui que dépend le succès de la soirée. Alors pour éviter un fiasco, Ludo fait appel à quelques assistantes. Les filles, une grosse soirée pour Clara, DJ Sub-Zero. Ces jeunes femmes court-vêtues sont chargées de distribuer des flyers pour attirer un maximum de monde à la soirée de Ludo. Au Clara en plus, la meilleure boîte de Tel Aviv. C'était la soirée de l'année. C'était la soirée de l'année. Ici, des soirées, il y en a des centaines cet été. La concurrence est d'autant plus féroce que les distributeurs de flyers ne sont pas les seuls à recruter dans les rues de Tel Aviv. Des concurrents beaucoup plus inattendus déploient eux aussi les grands moyens. Des enceintes puissantes, de la musique techno, ces religieux sont persuadés que c'est en transmettant la joie qu'ils ramèneront les Israéliens laïcs vers le judaïsme. Ils transmettent au moins une chose, leur enthousiasme. Tel Aviv, c'est la plus grande ville d'Israël. C'est l'endroit où l'on retrouve la plupart des mauvaises tentations. Alors ici, plus qu'ailleurs, il nous faut apporter la joie de la religion. Au sud de la ville, pour sa dernière journée de vacances, Gary a décidé de faire du tourisme. C'est super beau. Ah oui. Il visite Jaffa. Jaffa, ici on dit Yafo, est la seule partie historique de Tel Aviv. Cette ancienne cité arabe a été créée il y a 3500 ans. La plupart des habitants musulmans sont partis lorsque les Israéliens sont arrivés. C'est super beau encore. Yafo, ben voilà, on voit ces rues étroites, on voit la pierre de Jérusalem, on voit même des arches. Voilà, là c'est l'Orient. C'est l'Orient, ouais. C'est vraiment,
c'est plus l'Orient que Tel Aviv, juste à côté. Il y a vraiment 2 changements de décor. La vieille ville est rénovée, mais cela a un prix. Les loyers explosent et chassent les derniers Arabes israéliens vers la banlieue. Yafo est désormais réservé à la bourgeoisie branchée et aux touristes. Et ce n'est pas la seule partie de la ville qui se transforme. Bureaux, appartements, les tours se multiplient. La ville attire des investisseurs du monde entier. Parmi les nombreux agents immobiliers, il y a Ingrid, une Française. Elle a monté son agence il y a 5 ans et elle vend des appartements qui sont devenus le symbole de la ville, les Bauhaus. Les Bauhaus, ce sont ces petits immeubles blancs qui donnent sa couleur à Tel Aviv. Ils ont été construits par des architectes juifs allemands chassés par les nazis dans les années 30. Ils sont désormais protégés par l'UNESCO. אנחנו ברוטשילד, ברחוב רוטשילד. זה משהו מאוד ספציפי לתל אביב. זה סגנון של בניין באוס ישן, שעוד לא עשו שיפוץ, ופה הם שיפצו את הכל. Aujourd'hui, elle tente de convaincre un Italien d'acheter un Bauhaus et c'est loin d'être donné. Ici, un appartement dans 3 pièces avec 2 chambres à coucher vaut dans les 1 million de dollars. Soit plus de 700 000 €. Cet Italien ne cherche pas un appartement pour y vivre, c'est un investissement. Peu lui importe qu'Israël soit régulièrement soumis à des menaces d'attentats. Je sais que les Bauhaus ne perdent pas de leur valeur. Même s'il y a une crise ou quelque chose, ces projets restent très sûrs pour nous. Donc investir en Israël, c'est sûr et sans risque. Oui, je pense. Je fais ça depuis 2 ans. Il y a de très bonnes affaires. On fait de bons profits. Si les prix augmentent, c'est aussi parce que beaucoup de Français achètent des maisons ici. Au nord de Tel Aviv, Herzliya Pétoire est un quartier résidentiel pour familles riches. Le style, vous aimez bien? Ouais, beaucoup. Cédric a fait fortune dans la publicité. Il vivait en Californie, mais il souhaite désormais s'installer à Tel Aviv. C'est très calme. Vous disiez tout à l'heure que c'était même pas très dépaysant. Pour moi, ça me fait penser au petit quartier résidentiel du flat de Beverly Hills. C'est le même calme, c'est sécurisé de la même manière. Là, vous rentrez dans le salon. Ça va? Ouais. Alors, vous rentrez dans le salon. À l'intérieur non plus, Cédric n'est pas dépaysé. Grands espaces, lumière naturelle. Même le prix est californien. Plus de 2 millions d'euros. La piscine, éclairage partout. Même dans la piscine, le soir, la maison s'allume complètement. Mais la vraie originalité de la maison n'est pas là. Alors là, vous accédez au sous-sol de la maison. La totalité des 250 mètres carrés du terrain a été creusée et aménagée. Salle de projection, chambre, cuisine, on peut y vivre tranquillement, même en cas de guerre. On est dans la prolongation de la piscine. Tout est ouvert, donc ça lui fait une terrasse, même sur cet espace-là. Vous avez une entrée indépendante. Il y a une autre cuisine ici. Voilà, c'est une entrée indépendante si vous voulez une nounou ou quelqu'un qui des amis ou... demeure, voilà. Ici, il n'y a pas une, mais 2 chambres bunker. Cette chambre de sécurité, elle est sous forme de chambre. Vous avez une fenêtre ici, donc là vous pouvez y habiter. On a mis aussi une installation d'armoire. Voilà, c'est sûr, quand on y pense vraiment profondément, on se dit c'est quand même un peu bizarre de vivre dans une maison où il y a un abri. Mais bon, bah ici c'est la vie de tous les jours et je trouve que c'est bien de l'avoir. Et non, ça me... Surtout qu'il est bien aménagé, il est joli. Et bon, j'espère juste qu'on n'aura jamais à s'en servir, quoi. En moins de 10 minutes, Cédric est conquis. Très bien. C'est une très belle maison. Cédric reviendra pour une seconde visite dans quelques jours avec sa femme. La course au casting continue pour Charlie, la jeune mannequin française. Le soleil tape, les kilomètres à pied s'accumulent. Des ampoules la font souffrir. Elle n'en peut plus. Ce matin, elle craque. Ne pleure pas, c'est rien. Allez, détends-toi.
Ok, c'est un petit coup de blues. Ça va passer, hein. Je vais pas arriver comme ça au casting, je vais me calmer un petit peu. Désolée. Ça va passer. Ça va passer, c'est bon, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, c'est un casting pour une marque de maillot de bain. De nombreuses filles sont en concurrence. Charlie a 5 minutes pour effacer la fatigue et les larmes. C'est Priscilla, son amie brésilienne, qui va commencer. Ça va mieux là, c'est bon, mieux. C'est passé, maintenant ça va, je me concentre sur le job et les problèmes c'est dehors, pas pendant le casting. C'est au tour de Charlie. Elle va mieux, mais les ampoules sont toujours aussi douloureuses. Alors elle attend le dernier moment pour enfiler l'accessoire obligatoire, les talons hauts. Comme d'habitude, elle n'a que quelques secondes pour convaincre. Quelques photos et il faut déjà repartir. Le prochain casting est à plusieurs kilomètres. L'agence des mannequins ne paye pas le taxi. Et 3 ou 4 castings encore. Et les réponses? Ah, les réponses, c'est dans longtemps. C'est 5 petites minutes, on doit se concentrer à fond. Et après, on attend vraiment, vraiment longtemps pour savoir si on est prise ou pas. Voilà. On va voir. Alors, malgré les 40 degrés, les ampoules, c'est reparti pour une longue journée. Mais heureusement, tout cela a fini par payer. Des cuisines, des bijoux. Depuis, Charlie a fait plusieurs campagnes de publicité en Israël. La nuit tombe sur Tel Aviv. Pour Ludo, c'est le grand soir. Il espère bien remplir le Clara, une immense terrasse qui surplombe la mer. L'endroit le plus branché de Tel Aviv. Habituellement, l'entrée ici est gratuite. Mais pour que la soirée soit vraiment rentable, Ludo tente un pari. Ce soir, il fait payer l'entrée 20 € par personne. Un demi-million de dollars? Voilà. Ouais. C'est comme ça qu'on fait ici? C'est comme ça qu'on fait, ouais. J'en ai préparé 3000. Il faut en vendre combien pour que la soirée soit rentable? Oh, il faut en vendre le plus possible, hein. 1500, 1000. 1000 tickets pour rentrer dans les frais. Pour ça, il compte sur la popularité de Sub-Zero, le DJ de Miami. Mais le Clara est un bar, pas une boîte de nuit. Rien n'est prévu pour les DJ. Alors Ludo a demandé qu'on installe une estrade au milieu de la piste. Et la surprise, rien n'est prêt. Bon, il y a déjà une estrade, c'est déjà bien. Maintenant, il faut qu'ils installent les platines et tout le reste. Il nous faut de la lumière, là. Et il lui faut un retour aussi. Bon, retour, c'est pas grave, des enceintes, il y en a partout. En guise de table, Ludo a trouvé ce comptoir de bar oublié dans un coin. Reste à l'installer le plus vite possible. Sub-Zero, le DJ est arrivé. Il est dubitatif. Hey, j'ai une armoire à amener chez ma grand-mère. Elle est toute pourrie. Faut l'approcher, c'est tout un peu. Ah mais faut enlever toute la merde, l'humidité et tout. Ça vous change de Miami, non? Ouais, clairement. Mais bon. On aide au développement du pays. Sub-Zero est inquiet, l'estrade ne lui paraît pas très solide et il n'y a aucune lumière. Il y a un retour, il y a tout. Il est 22 h. Les deux hommes renoncent. Le DJ ne sera pas au milieu de la piste de danse, mais dans cette petite cabine, à l'extrémité du bar. L'année dernière, Ludo a organisé une soirée avec Joey Starr, le rappeur français. Un échec. Mais cette fois, à 22 h 30 seulement, la queue à l'entrée est déjà impressionnante. Sub-Zero a fait l'unanimité.
c'est bien parti pour la vente des tickets. Une magnifique éclipse dans le ciel, il est minuit. L'ambiance est déjà très chaude, alors que Sub-Zero n'a pas encore commencé à mixer. Je comptais commencer la soirée à 2h, parce que normalement les boîtes se remplissent tard. Et là, on a eu, voilà, il est minuit, j'ai minuit moins 5, j'ai même pas commencé, c'est blindé. Je peux rien rêver de mieux, quoi. Regarde, les gens s'éclatent. Regardez ça, c'est pas beau. À l'intérieur, tout le monde s'amuse. À l'extérieur, c'est nettement plus compliqué. Attention. Reculez un peu, il y a des gens qui sont écrasés devant. Reculez un peu, s'il vous plaît. Reculez un peu. Moi, je suis toute seule, je l'ai dit tout à l'heure. Doucement, doucement. Ludo. On peut faire rentrer personne. Mais arrête de me dire 100 fois la même chose. Tu vois bien que personne ne rentre. Tu sais quoi, Fab, allez boire un verre, revenez dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, il laisse plus rentrer personne, que les gens qui ont un tampon. Ne me faites pas répéter la même chose que j'ai dit 4 fois. Vous allez me faire répéter. Légalement, 750 personnes peuvent entrer sur la terrasse du Clara. Ce soir, on est déjà très au-delà du compte. Il y a 2500 personnes. Et il y en a encore 1000 dehors. C'est amusant parce que vous devriez déstresser, mais en fait on vous sent stressé du coup là. Non, parce que ça m'emmerde que les gens soient dehors quoi. J'en ai marre qui rentrent tous. Les faire rentrer tous, Ludo n'y arrivera pas. Mais peu importe, son pari est gagné. Sa soirée a fait le plein. Un succès qui lui permettra peut-être d'oublier une mauvaise nouvelle. Il n'a toujours pas obtenu l'autorisation de construire son restaurant. La fête ne s'arrêtera que le lendemain matin. Et déjà, c'est une nouvelle semaine qui commence dans la ville qui ne dort jamais. Dans les gares de Tel Aviv, des milliers de jeunes appelés qui étaient rentrés chez eux pour le week-end ont rangé leurs habits de fête, remis leurs uniformes. C'est l'heure de sortir de la bulle et de retourner affronter les réalités de l'État d'Israël.